Le pouvoir criminel a toujours été raconté de la même manière. Hommes armés, costumes chers, argent facile, violence directe. C'est ainsi que le récit a été construit. C'est ainsi qu'il a été diffusé. Mais ce récit est incomplet. Derrière certains des empires criminels les plus sanglants du XXe siècle et du début du XXI, il y eut des femmes qui n'occupèrent pas une place secondaire. Elles n'accompagnaient pas, elles dirigeaient. Elles ne furent ni des figures décoratives, ni des exceptions isolées. Elles furent responsables de décisions qui provoquèrent des guerres, des exécutions et des fortunes multimillionnaires. Ce documentaire ne traite pas de cas marginaux. Il analyse des formes de leadership criminel. Des femmes qui agirent avec la même froideur, le même calcul et la même absence de limite que n'importe quel grand chef du narcotrafic. Certaines ont bâti des structures à partir de rien. D'autres ont pris la tête d'organisations déjà marquées par la violence. Toutes ont laissé des traces qui font encore aujourd'hui l'objet d'enquêtes. Ces histoires ne cherchent pas l'admiration. Elles cherchent à expliquer une réalité dérangeante. Le crime organisé n'a jamais été un territoire exclusivement masculin. Et pour le comprendre, il est nécessaire de commencer par une figure qui a transformé à jamais le narcotrafic aux États-Unis. Griselda Blanco, l'origine du chaos. Griselda Blanco n'était pas une délinquante ordinaire au sein d'une structure déjà existante. Elle fut une créatrice de méthodes, une organisatrice de violence systématique. Durant les décennies 1970 et 1980, son activité contribua à transformer Miami en un théâtre de conflits permanents, marqué par des exécutions publiques et des luttes territoriales inédites jusque-là. Née en 1943 à Cartagena, en Colombie, elle grandit dans des environnements de pauvreté extrême à Medellín. Dès son plus jeune âge, elle fut exposée à des dynamiques violentes qui façonnèrent son comportement. Plusieurs enquêtes soutiennent que son premier homicide eut lieu alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, dans le cadre d'une tentative d'enlèvement qui se termina par une exécution. Cet épisode ne fut pas un fait isolé. Il marqua le début d'un parcours criminel long et méthodique. En s'installant aux États-Unis, Griselda comprit quelque chose que beaucoup n'avaient pas encore identifié. Le trafic de substances ne dépendait pas uniquement des routes, mais des systèmes humains. Elle développa des méthodes de transport inédites pour l'époque, recruta des femmes comme passeuses, adapta des vêtements pour dissimuler les cargaisons, et créa des réseaux logistiques capables d'acheminer de grands volumes de marchandises depuis la Colombie jusqu'au territoire américain, avec un faible niveau de détection. Pendant des années, cette structure maintint un flux constant d'envois et établit des pratiques qui seraient ensuite imitées par d'autres organisations. Cependant, ce qui définissait réellement sa figure n'était pas la capacité opérationnelle, mais la manière dont elle exerçait le pouvoir. Dans son organisation, la violence n'était pas un recours ponctuel, c'était un outil permanent. Les exécutions dans des lieux publics, les règlements de compte en plein jour et l'utilisation de la terreur comme mécanisme de contrôle faisaient partie de sa manière de diriger. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer les rivaux, mais d'imposer la peur. Les conséquences furent immédiates. Miami commença à enregistrer des chiffres d'homicides liés au narcotrafic jamais observés auparavant. Les hôpitaux durent adapter leurs protocoles face à l'arrivée constante de victimes par armes à feu. La ville cessa d'être uniquement un point d'entrée de marchandises pour devenir un territoire disputé. Griselda Blanco ne fut pas une spectatrice de ce processus. Elle en fut l'une des principales instigatrices. Les enquêtes judiciaires et les témoignages recueillis au fil des années lui attribuent la responsabilité intellectuelle de plus de 200 exécutions. Beaucoup d'entre elles furent pensées pour être visibles. Centres commerciaux, parkings et rues fréquentées se transformèrent en scènes où le message était clair. La peur garantissait l'obéissance. L'une des méthodes les plus associées à son organisation fut l'utilisation de tueurs à moto. La rapidité de l'action, la difficulté à identifier les responsables et le sentiment permanent de menace firent de cette technique un outil efficace de contrôle territorial. Par la suite reproduit dans d'autres pays, la violence atteignit également son entourage personnel. 3 de ses époux furent éliminés sur son ordre direct lorsqu'ils cessèrent d'être utiles ou représentèrent un risque. Dans sa structure, les liens personnels n'offraient aucune protection. Le conflit qu'elle impulsa eut un impact durable. Durant les années les plus intenses,
Miami enregistra un homicide quotidien lié au trafic de substances. Les centres médicaux furent contraints de créer des protocoles spécifiques pour faire face à ce type de violence armée. Sur le plan économique, son organisation générait des dizaines de millions de dollars par mois rien que dans le sud de la Floride. Ajustés à la valeur actuelle, ces montants dépassent largement les centaines de millions. L'argent circulait avec la même régularité que la violence qui soutenait l'activité. Son influence atteignit des figures qui domineraient plus tard la scène criminelle internationale. Avant de consolider son propre pouvoir, Pablo Escobar apprit auprès de Griselda des routes, des contacts et des mécanismes logistiques. De nombreux chercheurs s'accordent à dire que cet apprentissage initial fut déterminant pour le développement ultérieur du cartel de Medellín. Mais aucun empire criminel ne s'effondre uniquement sous la pression extérieure. Dans le cas de Griselda, l'usure commença de l'intérieur. La consommation régulière de sa propre marchandise modifia son comportement. Elle devint méfiante, impulsive et négligente. Elle commença à parler plus que nécessaire, à raconter méthodes et crimes, avec une assurance qui finit par l'exposer. En 1985, les autorités américaines réussirent à l'arrêter en Californie. Elle fut condamnée à 15 ans de prison. Même derrière les barreaux, elle tenta de maintenir son influence sur son réseau, mais le contrôle n'était plus total. Son tueur le plus proche, Jorge Rivi Ayala, coopéra avec la justice en échange d'avantages procéduraux, détaillant des exécutions réalisées sur ordre direct de Griselda. Après avoir purgé sa peine, elle fut expulsée vers la Colombie en 2004. Elle retourna à Medellín, le lieu où elle s'était formée comme criminelle. Elle y vécut avec une discrétion relative, sans jamais cesser d'être une figure reconnue. En 2012, l'histoire se referma de manière symbolique. Un tueur à moto s'approcha d'elle à la sortie d'une boucherie et lui tira 2 balles dans la tête. La même méthode qu'elle avait normalisée des décennies plus tôt mit fin à sa vie. Elle avait 69 ans. Sa mort ne répara pas les dommages causés. Elle confirma une constante du crime organisé. La violence imposée finit toujours par revenir. Sandra Ávila Beltrán, le pouvoir hérité. Alors que Miami se consumait sous la violence impulsée par Griselda Blanco, au Mexique prenait forme une figure très différente, mais non moins influente. Son autorité ne s'est pas forgée dans la rue, ni lors d'affrontements armés. Elle s'est héritée. Sandra Ávila Beltrán, connue médiatiquement comme la reine du Pacifique, ne s'est pas approchée du narcotrafic par ambition soudaine, ni par nécessité économique. Elle a grandi dans cet environnement. Pour elle, le crime organisé ne fut pas une découverte tardive, mais une structure familiale normalisée dès l'enfance. Son oncle était Miguel Ángel Félix Gallardo, fondateur du cartel de Guadalajara et figure décisive dans la configuration du narcotrafic moderne au Mexique. À partir de cette position, Sandra s'est développée entourée de noms qui définiraient plus tard toute une époque du crime organisé. Amado Carrillo Fuentes, les frères Arellano Félix, Joaquín Guzmán Loera et Ismael Zambada Garcia. Ce n'était pas de simples contacts. Ils faisaient partie du cercle proche qui partageait réunions privées et célébrations familiales. Née le 11 octobre 1960 à Mexicali, Sandra comprit très jeune la valeur de son nom de famille. Dans ce monde, la lignée ouvrait des accès que l'argent seul ne garantissait pas encore. Contrairement à d'autres femmes liées au narcotrafic, elle ne participa jamais directement au transport des cargaisons, ni à la conduite armée des opérations. Son rôle fut moins visible, mais particulièrement sensible. Elle se concentra sur la gestion des ressources, la circulation des capitaux et la création de structures financières destinées à transformer des gains illicites en actifs apparemment légaux. Les enquêtes indiquent qu'elle joua un rôle important dans la gestion économique du cartel de Sinaloa en utilisant des sociétés écrans, des investissements immobiliers et des entreprises formelles pour dissimuler l'origine de sommes considérables. C'était une fonction discrète, mais essentielle. Sans capitaux blanchis, aucune organisation criminelle ne se maintient dans le temps. Lorsqu'elle fut arrêtée en 2007, les autorités mexicaines l'accusèrent de coordonner une opération destinée à introduire de grands volumes de substances illégales aux États-Unis
et d'occuper une position stratégique au sein de la structure financière de Sinaloa. Les montants évoqués étaient frappants, les preuves directes, beaucoup moins. Sandra avait bâti son parcours selon une règle stricte: ne laisser aucune trace visible. Les opérations passaient par des intermédiaires, des sociétés légales et de multiples niveaux de séparation conçus pour résister à toute enquête judiciaire. Elle ne signait aucun document compromettant, n'apparaissait pas dans les communications opérationnelles et évitait toute exposition pouvant l'impliquer de manière définitive. Cette prudence a façonné le développement de son affaire et a fait d'elle l'une des figures les plus débattues dans l'analyse du narcotrafic mexicain. Avec Sandra Ávila Beltrán, la question ne fut jamais seulement ce qu'elle avait fait, mais jusqu'où elle était allée sans laisser de preuves claires. Le système qu'elle avait mis en place n'était pas conçu pour croître rapidement, mais pour résister à la pression. Chaque opération était protégée par des couches successives d'intermédiation, d'entreprises enregistrées et de structures financières à l'étranger, rendant toute connexion directe avec des activités illicites difficiles. Son image publique renforçait cette distance. Éduquée, raffinée et toujours bien vêtue, elle apparaissait dans des magazines mondains et des cercles d'affaires. Elle conduisait des véhicules de luxe, assistait à des événements exclusifs et administrait des investissements qui, en apparence, respectaient toutes les exigences légales. Pendant des années, pour les registres officiels, elle ne fut qu'une simple femme d'affaires. Les procédures ouvertes au Mexique ne parvinrent pas à se maintenir faute de preuves concluantes. Les accusations existaient, mais ne suffisaient pas à une condamnation ferme. Cette situation conduisit finalement à son extradition vers les États-Unis en 2012, où la procédure judiciaire prit une orientation différente. Là-bas, elle accepta de plaider coupable pour une infraction mineure, assistance financière à un narcotrafiquant. La peine fut réduite et, après avoir purgé une courte condamnation, elle retrouva la liberté en 2015. Pour de nombreux analystes, l'issue parut frappante si on la compare au poids symbolique que sa figure avait acquis dans le discours public. Depuis lors, Sandra a maintenu une version constante. Elle affirme n'avoir jamais été une narcotrafiquante au sens opérationnel et que sa proximité avec ce milieu s'explique uniquement par son environnement familial. Un argument qui continue de diviser chercheurs et spécialistes. Un épisode est souvent cité comme central dans ce débat. En 2002, après l'enlèvement de son fils, elle fit directement appel aux autorités. Dans le code non écrit du crime organisé, ce geste est interprété comme un signe de vulnérabilité. Ceux qui exercent un pouvoir réel évitent généralement tout contact avec l'État, même dans des circonstances extrêmes. Ce fait amena à poser une question dérangeante. Sandra Ávila Beltrán fut-elle réellement une figure centrale du narcotrafic mexicain, ou son importance a-t-elle été amplifiée par son nom de famille et ses liens familiaux? Ce qui ne fait aucun doute, c'est son caractère singulier. Pendant des décennies, elle évolua dans l'un des environnements les plus violents du continent, sans brandir d'armes ni ordonner d'exécution. Son principal outil fut un autre: l'information, les relations et le silence. Dans un univers où beaucoup tombent par excès d'exposition, Sandra parvint à se maintenir en réduisant chaque trace au minimum. Et dans ce contexte, la discrétion peut s'avérer plus dangereuse que toute forme de violence directe. Ignacia Jasso González, la pionnière oubliée. Le récit habituel du narcotrafic mexicain situe généralement son origine dans les années 70. Cette chronologie est incorrecte. Bien avant l'apparition des grands cartels modernes, il existait déjà à la frontière nord une structure criminelle organisée, stable et bénéficiant d'une protection institutionnelle. Et à la tête de cette structure, il n'y avait pas un homme. Ignacia Jasso González, connue sous le nom de la Nacha, fut la figure qui posa les bases du narcotrafic au Mexique tel qu'il se développerait par la suite. Sans formation académique et sans appui politique initial, elle parvint à dominer le trafic de marijuana, de morphine et de pavot dans l'un des points les plus sensibles du pays, la bande frontalière entre Ciudad Juárez et El Paso, au Texas. Aux côtés de son époux, Pablo González, surnommé El Pablote, elle construisit dans les années 20 un réseau qui contrôlait le flux de substances
à une époque où le commerce était encore fragmenté et limité à de petits groupes. Dès le départ, Ignacia comprit que le contrôle territorial et l'organisation permanente étaient essentiels pour soutenir toute opération à long terme. En 1930, après la mort d'El Pablote lors d'une rixe dans un bar, beaucoup supposèrent que le réseau criminel s'effondrerait. La structure semblait trop liée à une figure masculine. Cette supposition était erronée. Ignacia prit le commandement absolu et non seulement maintint l'opération, mais l'élargit. Sa manière de consolider le pouvoir fut directe et sans concession. La violence cessa d'être une réaction pour devenir un outil stratégique. Elle élimina les concurrents, sanctionna les trahisons et fit comprendre clairement que le territoire n'était pas ouvert à la négociation. L'un des épisodes les plus documentés survint lorsqu'elle décida de démanteler les réseaux rivaux contrôlés par des immigrés chinois à Ciudad Juárez. Elle ordonna une opération coordonnée qui se solda par l'exécution de 11 personnes en différents points de la ville. Ce ne fut pas un acte impulsif, ce fut un message. À partir de ce moment, la lutte pour la place fut close. Son apport le plus durable ne fut pas uniquement le recours à la force. Ignacia comprit quelque chose qui marquerait l'avenir du narcotrafic mexicain. Sans protection institutionnelle, aucun empire illégal ne perdure dans le temps. Elle commença à soudoyer de manière systématique les policiers locaux, les cadres militaires et les fonctionnaires des douanes. Il ne s'agissait pas de paiements isolés, mais d'un réseau stable de protection. Ce fut l'une des premières organisations criminelles au Mexique à intégrer la corruption comme élément permanent de son fonctionnement. Ce modèle ne s'éteignit pas avec elle. Il serait reproduit, perfectionné et étendu pendant des décennies par toutes les grandes structures criminelles apparues par la suite. Pendant des années, Ignacia exerça une autorité que peu d'hommes de son époque atteignirent. Elle ne chercha pas la notoriété publique, ni ne construisit un récit héroïque autour de sa personne. Pour cette raison, son nom resta relégué dans la mémoire collective. Cependant, sans l'ANACHA, le narcotrafic mexicain aurait difficilement acquis la forme d'une industrie criminelle à l'échelle nationale. La structure qu'elle créa était sans précédent. Pour la première fois, une seule organisation parvint à contrôler de manière continue les routes de distribution, éliminant la fragmentation qui caractérisait jusque-là le commerce. Le trafic cessa de dépendre d'accords occasionnels entre petits groupes et se mit à fonctionner sous une autorité centrale. Pendant des années, son organisation agit avec un sentiment d'intouchabilité presque absolue. Lorsque la pression diplomatique en provenance des États-Unis augmentait, des arrestations calculées avaient lieu, détentions brèves, procédures incomplètes et libérations rapides. Il s'agissait de mouvements destinés à envoyer des signaux politiques, non à démanteler le réseau. Ces allées et venues en prison répondaient à des besoins externes, non à une volonté réelle de mettre fin à l'organisation. En 1943, à la suite d'un ordre direct de la Cour suprême, elle fut transférée au pénitencier des îles Marias. À ce moment-là, le système était déjà consolidé. Les routes fonctionnaient, les contacts institutionnels restaient actifs, et le commerce ne dépendait plus exclusivement de sa présence physique. Avec le temps, elle se retira de la gestion quotidienne, mais la structure qu'elle avait mise en place continua d'opérer pendant des décennies. Son organisation resta active jusqu'à la fin des années 70, bien après que de nouvelles générations eurent pris le contrôle opérationnel. Ignacia mourut loin des projecteurs, sans hommage ni reconnaissance. Elle ne laissa ni une image façonnée pour le mythe, ni une histoire adaptée au spectacle. Mais son influence demeure inscrite dans l'histoire du crime organisé mexicain. Elle démontra qu'une femme sans formation académique, sans nom de famille influent et sans appui politique initial pouvait bâtir, maintenir et protéger un empire criminel pendant plus de 40 ans dans un environnement dominé par des hommes armés et des hiérarchies fermées. Elle fut la première à y parvenir à cette échelle. Et pour cette raison, même si peu s'en souviennent, sa place dans cette histoire ne peut être ignorée. Marlorie Chacon-Rossel, la stratège d'Amérique centrale. Au début des années 2000, l'axe du trafic de substances se déplaça vers le sud. Dans une région historiquement marginalisée par l'État, une organisation commença à opérer et serait plus tard désignée par des agences américaines comme l'une des plus actives d'Amérique centrale. Et, une fois encore,
elle n'était pas dirigée par un homme. Mallory Chacon Russell, connue dans la presse comme la Reine du Sud, dirigea une structure criminelle dont la véritable ampleur resta pendant des années hors du champ médiatique. Son histoire ne correspond à aucun récit romantique. Elle fut le résultat d'une construction patiente, fondée sur le contrôle territorial, des alliances calculées et l'usage sélectif de la violence. Depuis le département de Copan, à la frontière entre le Guatemala et le Honduras, la famille va le noyau opérationnel de l'organisation, établit un centre de distribution stratégique. Par ce point transitaient des cargaisons en provenance d'Amérique du Sud qui poursuivaient leur route vers les États-Unis par deux axes principaux. Des corridors terrestres à travers le Guatemala et le Mexique et des voies maritimes par les Caraïbes. Ce qui distinguait cette structure n'était pas seulement le volume de marchandises, mais le niveau de protection dont elle bénéficiait. La combinaison de groupes armés et de corruption institutionnelle permit à l'organisation d'opérer pendant des années avec une stabilité peu commune dans la région. Policiers, autorités locales et fonctionnaires frontaliers faisaient partie du dispositif qui garantissait le passage sécurisé des cargaisons. Mallory apparaissait rarement comme visage public. Son rôle se développait loin de toute exposition médiatique. Tandis que d'autres membres du clan géraient les opérations sur le terrain, elle se consacrait aux aspects les plus délicats. La logistique, la coordination des routes et, surtout, la construction d'alliances. Parmi ces alliances se distingua une relation directe avec le cartel de Sinaloa, alors l'organisation criminelle la plus puissante du continent. Ce lien éleva immédiatement la valeur stratégique du groupe guatémaltèque. Durant une période de forte pression au Mexique, Joaquín Guzmán Loera alla jusqu'à se réfugier dans des territoires sous le contrôle des VAL. Un fait qui illustre le niveau de confiance entre les deux structures. Grâce à cette relation, Mallory accéda à des réseaux de distribution s'étendant de l'Amérique du Sud jusqu'au nord des États-Unis. L'organisation cessa d'être un acteur régional pour s'intégrer à une chaîne de portée continentale. Des estimations officielles de procureurs américains situent le volume d'argent déplacé par le réseau à au moins 200 millions de dollars entre 2003 et 2014. D'autres rapports de renseignement suggèrent que le chiffre réel pourrait avoir été nettement supérieur, atteignant plusieurs milliards. Si cela se confirmait, il s'agirait de l'une des opérations les plus lucratives de l'histoire du narcotrafic en Amérique centrale. Tout cet appareil fonctionna pendant des années, sans que Mallory ne s'expose directement. Son autorité résidait précisément dans cette capacité à diriger sans se montrer. Mais cet équilibre ne serait pas permanent. Comme cela arrive à de nombreuses figures qui atteignent des positions élevées au sein du crime organisé, sa chute ne survint ni à la suite d'une opération spectaculaire, ni à l'issue d'une guerre ouverte. Elle vint par la trahison. En 2014, elle fut arrêtée à Miami par les autorités américaines. Les accusations étaient graves, narcotrafic à grande échelle et blanchiment d'argent. La peine encourue dépassait 25 ans de prison, une condamnation qui, en pratique, supprimait toute perspective de liberté. Face à ce scénario, Mallory prit la décision qui marquerait le reste de sa vie. Elle choisit de coopérer avec le gouvernement des États-Unis et d'intégrer un programme de protection des témoins. Il ne s'agissait pas d'une coopération superficielle. Pendant près de 2 ans, elle tint des réunions constantes avec des procureurs et des agents dans différents pays, dépassant la 50aine de rencontres. Au cours de ces échanges, elle fournit des informations détaillées sur les routes, les méthodes de dissimulation, les structures financières et les liens politiques. Ces déclarations permirent de démanteler des réseaux entiers au Guatemala, au Honduras et au Mexique. De nombreux opérateurs de haut niveau furent identifiés, arrêtés ou placés sous enquête comme conséquence directe de son témoignage. L'effet judiciaire fut immédiat. La peine initiale fut réduite progressivement, d'abord à un peu plus d'une décennie, puis à une durée encore inférieure. En 2019, elle retrouva la liberté sous caution dans le cadre de ces accords. Cependant, son histoire ne s'acheva pas là. Les procédures en cours au Guatemala demeuraient actives. Après son retour, elle fut poursuivie pour des crimes commis sur le territoire national et condamnée à une longue peine de prison qu'elle purge au centre de détention préventive
pour femme Santa Teresa. Bien qu'il s'agisse d'un régime différencié, il s'agit d'une condamnation qui la maintiendra incarcérée à vie. Sa collaboration avec les autorités américaines eut un impact dévastateur sur des organisations qui avaient opéré pendant des décennies avec une relative stabilité. Des structures entières s'effondrèrent à partir des informations qu'elle fournit. L'histoire de Mallory Chacon Russell n'offre ni conclusion héroïque ni rédemption publique. C'est l'issue habituelle de ceux qui, face à la possibilité de passer le reste de leur vie en prison, choisissent de survivre, même si cela implique de détruire tout ce qu'ils ont contribué à bâtir. Melissa Margarita Calderón Ojeda, la tueuse à gages. Alors que Mallory Chacon faisait face à la justice américaine, au Mexique émergeait une figure de nature opposée. Elle ne gérait ni finances, ni alliances politiques. Son autorité reposait sur une ressource bien plus directe et redoutée, la violence extrême. Melissa Margarita Calderón Ojeda, connue sous le nom de La China, ne fut ni chef de cartel ni opératrice administrative. Elle fut une exécutrice. Pour de nombreux chercheurs, l'une des tueuses à gages les plus meurtrières ayant opéré au Mexique ces dernières décennies. Née le 12 août 1984, elle entra très jeune dans le monde criminel. Elle fut rapidement recrutée par les forces spéciales liées au Damaso, le bras armé opérant pour le cartel de Sinaloa sous les ordres de Damaso López Núñez. Dans un environnement dominé par des hommes dotés d'une expérience militaire, Melissa ne se contenta pas de répondre aux exigences du groupe. Elle se distingua au-dessus de beaucoup d'entre eux. Son ascension fut rapide. En peu de temps, elle prit la tête d'un groupe d'environ 50 tueurs à gages chargés de contrôler les opérations à La Paz et Los Cabos, en Basse-Californie du Sud. C'était une zone stratégique et, en même temps, fragile. Le tourisme international y coexistait avec une guerre silencieuse pour le contrôle du territoire. La réputation de Melissa se construisit sur la peur. On lui attribue entre 150 et 170 homicides directs, des chiffres étayés par des enquêtes officielles et des témoignages de membres de sa propre organisation. Et ces nombres ne correspondent qu'aux cas documentés. Sa manière d'opérer suivait un schéma précis. D'abord, l'interrogatoire violent pour obtenir des informations. Ensuite, l'exécution. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer des adversaires, mais d'envoyer des avertissements. Dans l'un des cas recensés, elle amputa les bras d'un rival avant de le tuer afin de transmettre un message aux autres groupes. Dans un autre épisode, elle ordonna l'enlèvement de la compagne d'un opérateur ennemi afin d'obtenir des données sur des structures rivales. Entre 2014 et 2015, la violence en Basse-Californie du Sud atteignit des niveaux sans précédent. Un État connu pour ses plages et ses complexes touristiques clôtura cette période avec 178 homicides liés au narcotrafic en une seule année. Un chiffre qui marqua un avant et un après pour la région. Paradoxalement, la fin de la China ne survint pas à la suite d'une action directe des autorités. Elle vint de l'intérieur même de la structure criminelle. L'organisation qui l'avait portée commença à la percevoir comme un risque. Dans un système où l'obéissance est obligatoire et où l'autonomie est sanctionnée, son niveau de pouvoir et de brutalité cessa d'être acceptable, y compris pour ses supérieurs. La rupture définitive se produisit lorsqu'elle fut écartée de son poste de chef des forces spéciales. Pour tout opérateur discipliné, cela aurait représenté un recul temporaire. Pour Melissa, ce fut une déclaration de guerre. Elle refusa la rétrogradation, rompit avec ses anciens chefs et fonda sa propre organisation, le cartel dit de California Sur. À ses côtés, elle plaça son compagnon, Pedro Héctor Gómez, alias El Chino, comme second. Ensemble, ils engagèrent une confrontation directe contre ceux qui avaient été jusque-là leurs supérieurs. La nouvelle structure se développa rapidement. Ils recrutèrent de nombreux vendeurs de rue qui parcouraient La Paz à moto rouge, marquant le territoire et instaurant une intimidation constante. Pendant des mois, la ville connut une escalade de violence qui rendit clair que le conflit était irréversible. Mais le leadership de Melissa commença à montrer des failles. Elle promettait des paiements qu'elle n'honorait pas toujours, remplaçait l'argent par de la marchandise comme récompense et sanctionnait les erreurs par des exécutions. Dans ce contexte, la loyauté devint instable. En 2015,
lors d'une opération dans le lotissement Bella Vista de La Paz, les autorités arrêtèrent El Chino. Sous interrogatoire, il fournit des informations clés sur l'organisation, y compris des données personnelles permettant de localiser Melissa. À cette trahison s'ajoutèrent au moins 3 de ses propres tueurs à gages, mécontents de sa manière de commander, qui collaborèrent eux aussi avec les autorités. Le 5 octobre 2015, Melissa Margarita Calderón Ojeda fut arrêtée. Avec sa capture prit fin une période marquée par une terreur constante en Basse-Californie du Sud. Des années plus tard, en 2025, elle fut condamnée à 20 ans de prison pour homicide. La femme qui, pendant une décennie, imposa la peur depuis l'ombre, vint grossir les mêmes statistiques pénitentiaires qu'elle avait contribué à créer. Son histoire laisse une conclusion dérangeante mais claire. Dans le monde du narcotrafic, la violence ne distingue ni les identités ni les genres. Elle répond au contrôle, à la domination et à l'absence totale de limites. Et lorsque ces limites disparaissent, l'issue est presque toujours la même. Enedina Arellano Félix, l'héritière silencieuse. Après la violence déclenchée en Basse-Californie du Sud, le récit change de registre. Il ne s'agit pas d'une histoire marquée par des exécutions publiques ni par des guerres ouvertes, mais par la résistance, le calcul et la permanence. Enedina Arellano Félix n'a jamais cherché à diriger une organisation criminelle. Pourtant, les circonstances l'y ont conduite lorsque tous les hommes de sa famille furent assassinés ou emprisonnés. Elle devint ainsi la dernière figure active de l'une des structures les plus redoutées du pays, le cartel de Tijuana. Né le 12 avril 1961 à Mazatlan, dans l'État de Sinaloa, au sein d'une famille qui marquerait de manière décisive l'histoire du narcotrafic mexicain, ses frères Benjamin, Ramón, Francisco Javier et Eduardo bâtirent, durant les années 1980 et 1990, un empire qui contrôla la frontière de Tijuana, l'une des routes les plus lucratives vers les États-Unis. Alors qu'ils consolidaient leur pouvoir par l'usage direct de la force, Enedina emprunta une voie différente. Elle se tint à l'écart de l'exposition médiatique et des affrontements armés. Son activité se développa dans des bureaux, des registres comptables et des réseaux logistiques. Elle administra les finances, supervisa les opérations de blanchiment d'argent, créa des sociétés écrans et coordonna les expéditions. C'était elle qui garantissait le fonctionnement de l'organisation pendant que d'autres faisaient la guerre. Cette différence se révéla déterminante. Pendant des années, le cartel de Tijuana mena une confrontation directe avec l'organisation dirigée par Joaquín Guzmán Loera. Tandis que les chefs visibles tombaient les uns après les autres, Enedina accumulait savoir interne, relations et contrôle opérationnel. L'effondrement du clan fut progressif. Ramón Arellano Félix mourut en 2002. La même année, Benjamin fut capturé. Francisco Javier, connu sous le nom d'El Tigrillo, fut arrêté en 2006 par les gardes-côtes des États-Unis alors qu'il naviguait sur un yacht, puis condamné à plus de 23 ans de prison. Eduardo fut arrêté en 2008. En quelques années, tous les frères avaient disparu de la scène. Enedina resta seule. Elle était la seule membre du clan en liberté et la seule à posséder une connaissance complète du fonctionnement de l'organisation. Ce savoir, plus que la force, la plaça à la tête de ce qu'il restait du cartel. Sa direction ne fut ni bruyante ni expansive. Elle fut orientée vers l'évitement de la disparition totale de la structure. Dans un environnement où la plupart des chefs tombent en quelques années, cette capacité à se maintenir fait déjà d'elle une figure exceptionnelle. En 2008, la DEA identifia Enedina Arellano Félix comme la femme la plus puissante du narcotrafic à l'échelle mondiale et comme dirigeante du cartel de Tijuana. Il s'agissait d'une classification inhabituelle. Jusqu'alors, aucune reconnaissance officielle n'avait désigné une femme à la tête d'une organisation criminelle de grande ampleur au Mexique, un fait que le ministère de la Sécurité publique reconnut publiquement. Cependant, le cartel qu'elle hérita n'était plus l'empire bâti par ses frères. C'était une structure usée, affaiblie par une guerre prolongée contre le cartel de Sinaloa. Ce conflit laissa plus de 2000 personnes mortes ou disparues, une frontière fragmentée et une organisation financièrement détériorée. Les revenus diminuèrent de manière drastique.
Les routes cessèrent d'être exclusives. Le contrôle territorial devint instable. Enedina, aux côtés de Manuel Aguirre Galindo, alias El Caballo, tenta de maintenir opérationnelle la structure résiduelle. L'objectif n'était plus de croître, mais d'éviter l'effondrement définitif. De nombreux analystes s'accordent à dire qu'à ce stade, le pouvoir réel du cartel de Tijuana s'était dilué. Victor Clark, directeur du Centre binational des droits de l'homme de Tijuana, déclara que le leadership d'Enedina répondait davantage à une logique d'héritage et de préservation familiale qu'à une ambition personnelle de dominer le commerce. Et pourtant, un fait continue d'attirer l'attention des chercheurs et des agences internationales. Enedina n'a jamais été capturée. En 2025, elle demeure en liberté. Elle maintient un profil extrêmement bas, au point qu'il existe à peine des images vérifiées d'elle ces dernières années. Son nom apparaît dans des rapports officiels, mais rarement dans les titres de presse. Pour certains spécialistes, elle n'exerce plus de contrôle réel sur des activités criminelles de grande ampleur. Pour d'autres, cette invisibilité est précisément la preuve de sa capacité à rester hors de portée des autorités. Ce qui ne fait aucun doute, c'est son caractère singulier. Elle hérita d'une organisation en ruine et parvint à survivre alors que tous les hommes de sa famille finirent morts ou emprisonnés. Dans un environnement où l'espérance de vie d'un chef de cartel se mesure généralement en quelques années, Enedina Arellano Félix est restée hors de prison pendant des décennies. Cela ne s'explique pas par le hasard. Cela s'explique par le calcul, la discipline et la compréhension que, dans certains contextes, disparaître est la seule manière de rester en vie. Guadalupe Fernández Valencia. Les facilitatrices. Après les chefs visibles et les exécutantes de la violence directe, il existe une autre figure clé au sein du narcotrafic, les facilitatrices. Des femmes qui apparaissent rarement sur des photos ou dans les titres, mais sans lesquelles les grandes organisations ne pourraient se maintenir. Guadalupe Fernández Valencia, connue sous le nom de La Patrona, ne fut jamais l'image publique du cartel de Sinaloa. Pourtant, pendant des années, elle devint l'une de ses pièces les plus précieuses. Son influence ne se mesurait ni en hommes armés, ni en territoires disputés, mais en quelque chose d'aussi décisif, le contrôle de l'argent. Originaire de l'État de Michoacán, elle émigra de manière irrégulière vers les États-Unis au début des années 90. En Californie, elle commença des activités liées au trafic de détail, ce qui entraîna sa première arrestation. Elle passa près d'une décennie en prison sur le territoire américain avant d'être expulsée vers le Mexique. Pour beaucoup, une telle expérience aurait marqué la fin de toute relation avec le crime organisé. Dans son cas, il en fut autrement. De retour au Mexique, Guadalupe gravit les échelons au sein de la structure du cartel de Sinaloa jusqu'à occuper une position centrale dans son appareil financier. Sa méthode était directe, constante et difficile à tracer. Elle recevait de grandes quantités d'argent liquide provenant des ventes à Los Angeles et les transférait vers Guadalajara par l'intermédiaire de bureaux de change appliquant de faibles commissions. Elle n'avait recours ni à des systèmes complexes, ni à des mouvements voyants. Elle misa sur la répétition et un profil discret. Des déclarations judiciaires indiquent qu'entre 2009 et 2010, elle facilita le trafic de plus de 1500 livres de marijuana, environ 227 kg, et distribua régulièrement des cargaisons de substances blanches à différents clients dans la région de Los Angeles. Toutefois, ces chiffres ne représentent qu'une fraction de son activité réelle. En tant que l'une des femmes de rang le plus élevé au sein de la structure financière du cartel, Guadalupe avait un accès direct à des flux de liquidités estimés à des dizaines de millions de dollars par mois. Sa fonction consistait à garantir que l'argent circule, soit blanchi et revienne à l'organisation sans déclencher d'alerte. En février 2016, elle fut arrêtée à Culiacán, dans l'État de Sinaloa, à peine quelques semaines après la capture de Joaquín Guzmán Loera dans la même ville. Cette arrestation n'était pas fortuite. Les autorités cherchaient à démanteler non seulement le leadership visible du cartel, mais aussi sa colonne financière. Un an plus tard, en 2017, Guadalupe fut extradée vers les États-Unis et présentée devant un tribunal fédéral à Chicago. La procédure fut décrite par les procureurs comme l'une des plus importantes contre l'appareil économique du cartel de Sinaloa.
signe que l'argent était devenu le principal front de confrontation. Lors du procès, les accusations exposèrent l'ampleur du système qu'elle avait servi. Les procureurs détaillèrent une organisation capable de déplacer des cargaisons à grande échelle au moyen d'aéronefs de grande capacité, de tunnels souterrains et de routes maritimes complexes conçues pour contourner les contrôles frontaliers. La pression judiciaire ne se limita pas à elle. Manuel Fernandez Valencia, son frère et collaborateur direct, fut condamné en 2016 à 27 ans de prison. Son sort contrasta nettement avec la voie que Guadeloupe choisit d'emprunter. Face à la possibilité d'une condamnation lourde, elle opta pour la coopération avec les autorités américaines. Sa collaboration fut substantielle. Elle fournit des informations détaillées sur les flux financiers, les intermédiaires et les structures opérationnelles, ce qui permit à la DEA de faire progresser des enquêtes contre différents groupes du narcotrafic mexicain. En conséquence, de multiples arrestations de haut niveau eurent lieu. Cet échange eut un impact direct sur sa peine. En décembre 2021, le tribunal la condamna à 10 ans de prison, une peine nettement inférieure à celle qu'elle encourait initialement. En tenant compte du temps purgé depuis son arrestation en 2016, ainsi que des réductions pour bonne conduite et coopération, Guadeloupe retrouva la liberté en 2024. Elle avait passé près de 3 décennies liées au narcotrafic. Elle fut arrêtée dans 2 pays, participa à des opérations de plusieurs millions de dollars et finit par utiliser l'information comme monnaie d'échange pour sortir de prison. Son histoire laisse une conclusion récurrente au sein du crime organisé. La loyauté a une limite. Lorsque la liberté est en jeu, même ceux qui ont servi pendant des années une structure criminelle finissent par privilégier leur propre survie. Emma Coronel Aispuro, l'épouse du Capo. Ce cas rompt avec les profils habituels du narcotrafic. Il ne s'agit ni d'une chef, ni d'une tueuse à gages, ni d'une opératrice financière traditionnelle. C'est une histoire située dans une zone ambiguë, où la relation personnelle se croise avec une structure criminelle de portée mondiale. Emma Coronel Aispuro naquit à Santa Clara, en Californie, mais passa son enfance et son adolescence dans le hameau de la Angostura, une petite communauté située dans ce que l'on appelle le triangle d'or du nord du Mexique. Dans cet environnement, le trafic de substances n'était ni une activité lointaine, ni exceptionnelle, mais faisait partie du paysage quotidien. Elle rencontra Joaquín Guzmán Loera à l'âge de 10 à 7 ans, lors d'une célébration locale à laquelle elle participait comme candidate à un concours de beauté. À 10 à 8 ans, elle épousa celui qui était déjà le capo le plus puissant du Mexique, lors d'une cérémonie symbolique célébrée dans un ranch familial. Il ne s'agissait pas d'un mariage civil formel, mais il consolida une relation reconnue au sein de l'environnement du cartel de Sinaloa. Pendant des années, Emma affirma publiquement n'avoir jamais été témoin d'actes de violence ni participé à des activités illicites liées à son époux. Cependant, la version présentée par les procureurs américains fut très différente. Selon les accusations formulées devant des tribunaux fédéraux, Emma aurait collaboré activement avec la structure de commandement du cartel. Son rôle principal aurait été celui d'intermédiaire, transmettant des messages et coordonnant les communications entre Guzmán et d'autres membres de l'organisation, alors qu'il était détenu au pénitencier fédéral de l'Altiplano après son arrestation en 2014. Les accusations furent encore plus graves. D'après le parquet, elle participa à la planification et à l'exécution de l'évasion de Guzmán en 2015, l'une des fuites les plus marquantes de l'histoire pénitentiaire moderne. Un tunnel de plus d'1 kilomètre fut creusé jusqu'à l'intérieur de sa cellule, lui permettant de s'échapper à bord d'une motocyclette adaptée qui le conduisit hors du complexe de haute sécurité. En février 2021, 2 ans après que Guzmán eut été condamné à la réclusion à perpétuité par un tribunal fédéral de New York, Emma Coronel Aispuro fut arrêtée à l'aéroport international de Dulles, à la périphérie de Washington. Avec son arrestation, l'attention judiciaire se déplaça pour la première fois de manière directe vers la figure de l'épouse du Capo. L'affaire ouvrit un débat qui persiste encore. Où s'arrête le lien personnel et où commence la responsabilité pénale au sein d'une organisation criminelle de cette ampleur?
Les chefs d'accusation comprenaient la conspiration en vue de distribuer des substances illégales, le blanchiment d'argent et la participation au fonctionnement de l'empire criminel de son époux. La procédure avança rapidement. En novembre 2021, dans le cadre d'un accord avec le parquet fédéral, Emma plaida coupable de 3 délits. L'accusation requit une peine de 4 ans. Le tribunal prononça finalement une condamnation de 3 ans de prison. Une décision qui suscita un débat immédiat parmi les spécialistes du droit pénal. Pour beaucoup, la sanction parut légère au regard de l'ampleur de l'organisation impliquée. Emma purgea environ 2 ans et demi, avant d'obtenir sa libération en septembre 2023 pour bonne conduite. Sa sortie de prison marqua le début d'une nouvelle étape, non judiciaire, mais publique. Sa figure représente une génération de femmes liées au narcotrafic qui ne correspondent pas au profil classique. Elles ne dirigent pas d'armées armées, ni ne gèrent des routes internationales. Elles opèrent comme intermédiaires, messagères ou gestionnaires discrètes, utilisant des relations personnelles et familiales pour soutenir des structures criminelles depuis l'arrière-plan. Dans des entretiens accordés pour un documentaire produit par Oxygène et diffusé en novembre 2025, Emma réfléchit à ce qu'aurait été sa vie si elle ne s'était pas mariée à 10 à 8 ans. Elle exprime des paroles de regret envers les victimes de la violence associée au narcotrafic et affirme sa solidarité avec ceux qui ont perdu des proches. Cependant, elle maintient une ligne constante. Elle n'admet jamais une participation directe à des actes violents. Après avoir recouvré la liberté, elle transforma sa notoriété en une présence médiatique contrôlée. Elle réapparut lors d'événements internationaux, notamment des défilés de mode, avec l'intention de reprendre une carrière interrompue pendant des années. Son histoire pose une question dérangeante. Fut-elle une victime des circonstances, une collaboratrice consciente, ou quelqu'un qui utilisa les connexions disponibles à son propre avantage? Probablement les 3 à la fois. Cette nuance rend son cas difficile à classer, et en fait un exemple clair d'une forme de participation criminelle qui est rarement visible au premier regard. Angie sans Clémente Valencia. La beauté comme couverture. La dernière histoire de ce parcours est probablement la plus déconcertante. Elle ne commence ni dans des quartiers marginalisés, ni sur des routes clandestines, mais sur des podiums, des concours de beauté et des séances photos. Elle montre comment le narcotrafic a appris à recruter en dehors des profils traditionnels. Angie sans Clémente Valencia fut couronnée reine internationale du café en Colombie. Mannequin professionnelle, jeune et promise au monde du divertissement, elle représentait tout le contraire de l'image classique d'une trafiquante. Pourtant, derrière cette apparence publique, elle coordonnait un réseau dédié au transport international de substances par l'utilisation de mules humaines. Son organisation se spécialisa dans le recrutement de jeunes femmes, dont beaucoup étaient mannequins ou aspiraient à le devenir, munies de passeports en règle, instruites et dotées d'une apparence qui ne suscitait pas de soupçons. Les principales destinations étaient des pays européens, en particulier l'Argentine et l'Espagne. La méthode variait selon le profil. Valises à compartiments dissimulés ou capsules ingérées pour franchir les contrôles aéroportuaires sans déclencher d'alerte. Pendant un temps, Angie résida en Argentine, où les autorités commencèrent à l'associer à une structure qui déplaçait des cargaisons de manière constante. Le réseau opérait avec discrétion et régularité jusqu'à ce qu'une erreur minime rompe l'équilibre. Ce fut sa propre exposition personnelle qui permit de la localiser. Elle publia des images sur les réseaux sociaux aux côtés de son animal de compagnie, des photographies qui facilitèrent son identification et sa localisation. À partir de ces informations, Interpol émit un mandat d'arrêt. En 2010, Angie fut arrêtée à Buenos Aires. Au cours de la procédure judiciaire, elle maintint une stratégie de défense claire. Elle admit connaître les activités, mais nia avoir été la chef de l'organisation. Elle se présenta comme une collaboratrice secondaire, non comme la responsable principale. Le tribunal n'accepta pas entièrement cette version et la condamna à 6 ans et 8 mois de prison pour trafic de substances. Elle purgea une partie de sa peine avant que ne soit appliquée la mesure d'expulsion prévue par la législation migratoire argentine. En 2013, elle fut expulsée du pays et renvoyée en Colombie. Après son retour, sa figure acquit une certaine notoriété médiatique.
Elle accorda des entretiens dans lesquels elle reconnut avoir été complice d'une activité qu'elle qualifia de destructrice, affirmant que le trafic de substances détruit des vies. Malgré cela, elle évita d'assumer un rôle de leadership total au sein du réseau. L'histoire d'Angie San Clemente Valencia illustre une tendance nette. L'utilisation de femmes éduquées, issues des classes moyennes ou supérieures, et dotées d'une apparence fiable, comme pièce clé des réseaux de distribution internationale. Des personnes qui franchissent les frontières sans éveiller de soupçons et qui, précisément pour cette raison, deviennent précieuses pour les organisations criminelles. Elles ne correspondaient pas au profil classique. Et pour cette raison, pendant longtemps, elles passèrent inaperçues. Elles pouvaient voyager entre pays avec des documents en règle, des récits cohérents et une image inspirant la confiance. Cette combinaison en fit des ressources stratégiques pour des structures qui avaient besoin de faire transiter des marchandises par des aéroports de plus en plus surveillés. Angie ne fut que le visage visible d'un réseau qui, très probablement, inclut des dizaines de femmes dans des situations similaires, dont beaucoup ne furent jamais identifiées. Les histoires que nous venons de parcourir montrent différentes formes de participation féminine au narcotrafic sur plus d'un siècle. De la pionnière qui établit un modèle précoce à la frontière nord du Mexique, aux facilitatrices contemporaines opérant par le biais de liens personnels et de discrétion. De la violence extrême qui marqua une période du trafic aux États-Unis, à la permanence silencieuse de celle qui hérita d'un empire en ruine et parvint à rester hors de prison. Des exécutantes dont la brutalité égalait ou dépassait celle de n'importe quel homme, aux opératrices financières dont le pouvoir résidait dans le contrôle de l'argent. Toutes ont déconstruit une idée persistante, que le narcotrafic serait un monde exclusivement masculin. Elles ont montré que l'ambition, la cruauté, l'intelligence et la capacité à soutenir des structures criminelles ne dépendent pas du genre. Certaines eurent recours à la violence directe, d'autres au calcul financier. Certaines héritèrent du pouvoir, d'autres le bâtirent à partir de rien. Mais toutes modifièrent la manière dont on comprend qui exerce le contrôle réel au sein du crime organisé. Leurs noms ne doivent pas être retenus comme des références, mais comme des avertissements. Des avertissements rappelant que la capacité humaine de destruction, l'ambition sans limite et l'exercice du pouvoir ne reconnaissent aucune barrière identitaire. C'est être là la leçon la plus dure de toutes. Si ce documentaire t'a aidé à comprendre une partie moins visible de l'histoire du crime organisé, merci d'être allé jusqu'au bout. Si tu souhaites voir davantage de contenu d'analyse historique et documentaire comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, laisse ton commentaire et partage la vidéo. Ton soutien permet à ces histoires de continuer à être racontées.